Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand auditoire pour une soirée qui est un petit peu particulière. Ce soir, on ne va pas vous parler d'un cold case comme les autres. Oui, c'est mieux, effectivement, merci beaucoup. Alors, pas de commissariat, pas de juge d'instruction, l'affaire pourrait bien avoir 2000 ans. Le corps a disparu, seul indice matériel, ce drap de lin de 4,36 m, conservé dans une cathédrale italienne. Le linceul de Turin, fait ou réalité, c'est la question de ce soir. Et alors pour y répondre, on a réuni deux enquêteurs d'un genre assez inhabituel. Le premier, vous le connaissez très bien, Philippe Boxeau, professeur de médecine légale à l'Université de Liège, directeur de l'Institut de médecine légale, membre de l'Académie royale de médecine de Belgique, diplômé en anthropologie judiciaire du Smithsonian Institute et de l'Université de Leiden, auteur de plusieurs livres à succès et des podcasts où il apparaît cumule des dizaines de millions de vues. Et en 30 ans de carrière, il a réalisé plus de 4000 autopsies et plus de 300 interventions en cours d'assises. Son métier, c'est de faire parler les morts, et ce soir, il va examiner le cadavre qui a laissé sa trace sur le tissu dont on va parler et vous dire ce qu'il voit en médecin légiste sur cette scène de crime qui est possiblement vieille de 20 siècles. Et alors, le second, qu'on rencontre plus souvent dans les couloirs de l'université romaine que sur un plateau TV, c'est peut-être pour ça qu'il faut l'écouter attentivement ce soir. L'abbé Philippe Dallaire est prêtre, ingénieur, docteur en sciences appliquées, formé à l'UC-Louvain, et docteur en philosophie à l'Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome, où il a été professeur notamment de philosophie de la nature, et aujourd'hui émérite. Alors son parcours d'ingénieur l'a conduit au traitement d'images, c'est précisément là, par là qu'il est entré dans l'étude du linceul. Il est aujourd'hui l'un des spécialistes francophones des analyses scientifiques du suaire et un conférencier reconnu sur la question du rapport entre science et foi. Alors, précision importante, ce que vous allez voir ce soir n'est pas tout à fait un débat. Nos deux intervenants sont globalement d'accord sur les faits, mais ce qui les sépare, et c'est là que c'est intéressant, que c'est passionnant, c'est l'interprétation ultime de cet objet. Alors, leur conférence prend la forme d'un dialogue, et ils alternent, ils rebondissent l'un sur l'autre. On passera de l'histoire à la médecine légale, de la physique du tissu au polémique sur la datation en carbone 14. Attendez-vous donc à quelques surprises. Alors, pour le déroulement pratique, la conférence va commencer tout de suite et durera environ 1h15. Ensuite, on passe aux questions-réponses. Vous aurez alors quelques minutes pour poser vos questions via OneClap et pour voter pour les questions que vous préférez. Sur ce, je laisse la parole à nos deux Philippe. Donc, on peut prendre chacun un micro juste là. Vous allez avoir une conférence à deux voix. On se connaît depuis des années maintenant. On s'aime beaucoup. Surtout moi, je l'aime bien lui, je sais pas. Moi aussi, je l'aime bien, voilà. Pas de problème. Nous sommes deux scientifiques et pourtant nous avons deux regards un peu différents. L'un a la foi, l'autre ne l'a pas. Je vous laisse deviner qui est qui. Hein? Exactement. Bon, alors nous allons voir un petit peu cette énigme parce que nous voyons sur le suaire de Turin quelque chose comme ceci, c'est-à-dire un visage humain, même plus qu'un visage, on voit tout un corps de face et de dos, et en même temps on voit qu'il y a des traces de brûlure sur ce tissu, il y a des traces de sang, ça fait penser tout de suite à Jésus de Nazareth. Si vous connaissez un peu l'Évangile et si vous avez lu un peu ce que l'on voit là-dessus, eh bien on voit un crucifié. Et c'est ce qu'on a l'impression que l'on voit ici. Mais c'est une énigme pour la science moderne, ce tissu en particulier, parce qu'il y a beaucoup d'autres représentations du Christ, bien entendu, mais ce sont toutes des œuvres d'art. Ici, on a l'impression que ça n'a pas été fait par un homme et que ça s'est fait tout seul par impression. Le seul suaire, le seul linge mortuaire au monde qui possède une impression pareille. Donc, tous les hommes qui sont morts et qui ont été enterrés dans un linceul, nous n'avons jamais vu un truc pareil. Alors, si c'est un phénomène tellement naturel, comment n'est-ce arrivé qu'une seule fois dans toute l'histoire de l'humanité? Alors, certains y voient le linceul de Jésus de Nazareth, bien entendu, et également le témoignage de sa passion, de sa mort, et peut-être aussi de sa résurrection. En tout cas, certains disent
il y a comme une marque aussi là-dedans d'un espoir au-delà de la vie et de l'amour. Alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit en négatif ceci. C'est ce qui a été, on l'expliquera un peu tantôt, justement, l'histoire du négatif, mais c'est vrai que c'est plus parlant en négatif. On a une sorte de spectre là qui nous regarde, on voit un visage plus humain que quand on le voit en positif. Ça a frappé beaucoup les personnes. C'est une image qui est aussi très superficielle, on va en parler lors de la conférence, et elle est transparente également. De plus, c'est une image qui possède une information tridimensionnelle, 3D. On retrouve aussi des pollens et des poussières qui sont semblables à celles que l'on trouve à Jérusalem. Des poussières en dessous de la plante des pieds, qu'il aura ramassées en marchant à pieds nus sur le sol de Jérusalem, peut-être. En tout cas, on retrouve des choses qui nous font penser à ce qu'un faussaire aurait dû penser à énormément de détails, énormément plus que ce qu'un homme est capable de penser pour faire un faux pareil. Il est impossible à reproduire en plus. Beaucoup de personnes ont essayé. La revue Science et Avenir, je crois, ou Science et Vie, a essayé à plusieurs reprises de faire de recopier un petit peu cette image, ou de montrer comment elle a pu être produite avec des moyens moyenâgeux. Ils ne sont jamais parvenus à un résultat qui convainque tout le monde. Ça convainc peut-être 2 ou 3 personnes qui veulent être convaincues, mais la plupart des gens ne sont pas convaincus de cela. De plus, on n'a qu'un aspect, disons, phénoménique de l'image, mais on n'a pas l'aspect microscopique. On n'a pas toutes les choses que l'on va voir, c'est-à-dire entre autres le relief, la transparence de l'image, la réflectivité en rayons UV, etc. On ne trouve pas tout ça. Personne n'est parvenu à reproduire, avec tous les moyens modernes que l'on a, et l'argent aussi pour le faire, personne n'est parvenu à reproduire ce linceul. Et il est donc unique dans l'histoire de l'homme. Oui, voilà des copies telles qu'on pouvait en trouver au Moyen-Âge et qui justifient d'ailleurs qu'on a retrouvé sur le linceul effectivement des traces de peinture, mais pas à hauteur de l'image. On a retrouvé des fragments de peinture dispersés sur le linceul. L'idée était que ces images, ces reproductions artistiques du linceul étaient placées au contact du tissu de façon à les rendre sacrés, de façon à leur transmettre une part de sacré selon la foi qui s'attache à ce type de transmission. Ça, c'est des copies du Moyen-Âge telles qu'on était capable de le faire au Moyen-Âge. Nous avons beaucoup de personnes qui ont écrit sur le sujet. Entre autres, tu connais très bien Jean-Christian Petit-Fils, avec lequel tu es sur un plateau de TV. Je l'ai rencontré plusieurs fois, on a longuement parlé de son livre aussi. Exactement. J'ai montré qu'il y a 2 erreurs dans son livre. Il en est tout mari. Il veut refaire une édition, mais je ne crois pas que ça s'impose. Jean-Christian Petit-Fils a amené beaucoup à l'histoire du linceul. Il n'est pas historien de base, mais il est capable d'étudier l'histoire, il est capable de faire des recherches historiques, et il a trouvé des documents qui attestent que le linceul aurait été acheté à Jérusalem en 1034, et puis acheté par un des rois de France, conservé en la Sainte-Chapelle, de laquelle il est sorti pour être confié à Geoffroy de Charny. C'est une hypothèse, elle se discute, elle est récente, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. On va passer un petit peu rapidement sur l'histoire, parce que nous ne sommes pas historiens, nous deux ici, on est plutôt scientifiques. S'il y a des historiens dans la salle, on s'en excuse, mais enfin voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu, entre l'an 33 et 1353, quelque chose que l'on ne sait pas, mais en tout cas, à partir de 1353, le suaire qui se trouve à Turin maintenant, on le découvre en réalité en France, dans une paroisse, la paroisse de Liray, qui est une nouvelle paroisse, une église qui vient d'être construite et dans laquelle le noble du coin met le suaire que l'on a aujourd'hui à Turin. Toute l'histoire de 1353 à nos jours est connue, mais avant 1353, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors on sait qu'il y avait une représentation similaire à ce que l'on a dans le suaire de Turin avant 1353, spécialement à Babylone, enfin pas Babylone, non, à Constantinople, je suis là moi. Et donc Constantinople, c'était le Mandylion, une boîte qui contenait diverses reliques de la Passion du Christ, des draps, et qui ont disparu lors du sac de la 4e croisade, le sac de Constantinople, par les catholiques
envers les orthodoxes. Donc tout ça, avant, il y avait une histoire qui est connue par les livres, mais bien entendu, est-ce que ça correspond au suaire de Turin ou non? Nous n'en savons rien, mais enfin c'est important. Une chose qui est très importante, c'est que justement en 1190, on a un codex qui a été produit à ce moment-là, et dans lequel il y a une enluminure qui dessine beaucoup d'éléments que l'on retrouve sur le suaire de Turin aujourd'hui, et qui donc font penser que le Mandylion, ou ce qu'il y avait dans le Mandylion, donc entre autres le suaire, était en fait le suaire de Turin. Et on verra qu'il y a suffisamment de preuves pour qu'on puisse pratiquement en être certain. Ensuite, donc, jusqu'à nos jours, bien de 1578 à nos jours, il va être à Turin, parce qu'il va passer de Lirey à Turin. Je vais passer un peu sur ça, sinon on va perdre beaucoup de temps au niveau de l'histoire, alors qu'il y a beaucoup d'intérêt pour le moment à des preuves historiques, bien entendu, mais aussi scientifiques. Alors voici ici le codex de près. Comme vous le voyez, je ne sais pas si on a quelque chose pour indiquer aussi avec ceci. On voit, ok, ça va. Très bien. Donc comme vous le voyez ici, on voit l'ensevelissement du Christ avec 4 doigts, vous voyez ici. Et puis également, vous avez ici des petits trous. Vous voyez 4 petits trous en L ici, et des trous en bas où il y avait 5 trous, avec plein de petites croix sur le fond. On représente ici donc l'ensevelissement du Christ, et ici le moment après la résurrection, où les saintes femmes viennent au tombeau et voient le suaire sans le corps, mais avec diverses caractéristiques qui sont reprises ici. Ce qui se passe, c'est que, je vais passer un peu là-dessus, tu pourrais parler peut-être de l'histoire avec Philippe VI. Hein? Oui, c'est ce que je disais. Donc, l'idée de Jean-Christian Petit-Fils, c'est que Philippe VI aurait acheté le linceul de Turin, pas Philippe VI, un des précédents, Philippe II ou Philippe III, aurait acheté le linceul de Turin à Constantinople, à ceux qui occupaient Constantinople à l'époque, à un prix qui visiblement défiait toute concurrence, c'est-à-dire très cher, que ce tissu aurait été conservé, je vous l'ai dit, au sein de la Sainte-Chapelle, et puis qu'il serait passé, et c'est pour ça qu'on le voit à Lirey en Champagne sans doute, il serait passé au porte-étendard du roi de France. Alors le porte-étendard du roi de France, c'est qui? C'est un maréchal, c'est quelqu'un qui s'est particulièrement illustré lors de batailles, et effectivement pour le féliciter, et c'est repris dans les livres des inventaires royaux, pour le féliciter, pour le remercier, le roi de France, Philippe VI, l'a donné à Geoffroy de Charny après la prise de Calais. Et à partir de là, eh bien, à partir de 1348, et c'est juste un petit peu plus tard, ce suaire, tel que nous le connaissons aujourd'hui, fait l'objet d'ostensions. C'est la première fois dans l'histoire du suaire où quelqu'un qui n'est pas nécessairement un historien, je pense à Jean-Christian Petit-Fils, mais qui est un vrai chrétien, ça, il ne se cache pas, c'est la toute première fois qu'on nous parle de cette possibilité. Achat en 1247 à Louis XI, donné par Philippe VI à Geoffroy de Charny, et puis il estime en fait, Jean-Christian Petit-Fils, mais c'est une hypothèse, que le Mandylion dont l'abbé Daller vous parlait, Mandylion en grec ça veut dire petit mouchoir, hein. Le Mandylion en fait existait indépendamment du linceul, que seul le linceul aurait été donné à Geoffroy de Charny et que le Mandylion aurait été détruit lors de la Révolution française en 1793. Enfin voilà, ça c'est de l'histoire. Comme Philippe l'a dit, nous ne sommes pas historiens. Jean-Christian Petit-Fils a ses sources. C'est un bouquin qui est sorti en 2022 et objectivement c'est le meilleur que j'ai lu. Même s'il y a 2 fautes dedans, je vous dirai, comme ça vous saurez où elles sont les fautes. C'est le meilleur que j'ai jamais lu sur le linceul de Turin. Il est vraiment exceptionnel, paru en 2022. Et ce qui est fort étonnant, c'est que, vous l'avez sans doute vu encore récemment, il y a eu une idée selon laquelle, on est encore revenu avec cette idée-là, des gens auraient sculpté un bas-relief, auraient déposé de la couleur sur le bas-relief et auraient imprimé ce bas-relief sur le linceul de Turin en faisant une espèce d'image par transposition de substance à partir d'un bas-relief. Ça a encore fait l'objet d'un tollé monumental. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moyen que les gens se foutent dans la tête, visiblement, qu'il n'y a pas de pigment, il n'y a pas de colorant sur le linceul de Turin. Il n'y a pas de substance qui ait été ajoutée au niveau de l'image. Ça n'existe pas. Il y a eu une modification chimique des fibres, on va vous le montrer, mais il n'y a pas de substance ajoutée. Et le débat a de nouveau été relancé.
Peu avant, en 2024, je crois, mais on va le voir, l'Institut de cristallographie de l'Université de Bari a fait une étude qui a aussi été controversée. En fait, il y a un problème avec le linceul de Turin. C'est qu'il est extrêmement difficile de trouver des gens qui soient totalement neutres. Il y a plein de gens qui sont tout à fait pour et qui disent c'est la preuve de la résurrection, et puis il y a plein de gens qui sont tout à fait contre et qui disent c'est une supercherie inventée par l'Église. Et quelque part entre les deux, eh bien, il y a moi, en tout cas, ça c'est sûr. Donc en fait, ici, on a montré un petit peu comment ça se passait. Donc depuis, enfin, c'est une hypothèse, tout ça. Depuis Jérusalem, ce serait allé à Édesse. À Édesse, il serait réapparu après avoir été perdu pendant un certain temps de vue. À Édesse, il serait apparu vers le VIe siècle, parce que l'on voit pas mal, et je vais expliquer ça un peu par la suite, pas mal de références dans l'iconographie. Et puis, il est passé à Constantinople, où il a été conservé là-bas, jusqu'au IVe croisade. Et puis, il y a un trou de 150 ans, et on le retrouve en France, à Lirey. Vous voyez là-bas, Lirey, tout au-dessus, en Champagne. C'est pas loin de Reims. Et puis après, de Lirey, il a été vendu par une des propriétaires à la famille de Savoie. La famille de Savoie qui habitait à Chambéry. Et puis quand il y a eu ils ont dû partir à Turin, ils ont été à Turin, puis ils sont venus rechercher avec une armée le Suaire. Si vous allez dans la chapelle de Chambéry, vous verrez le trou qui a été laissé donc la famille de Savoie a été retirée le coffre qui contenait le suaire. Je dis suaire, mais en fait, c'est le linceul. Comme il le disait, justement, le mandélium serait plutôt le suaire. Parce que, dans le fond, le suaire, c'est pour éponger la sueur de la tête. Tandis que le linceul recouvre tout. Alors, il faut savoir qu'en 1912, si vous prenez l'encyclopédie catholique, dont j'ai pris ici la traduction, on voit que l'immense majorité des catholiques érudits, dit cette encyclopédie catholique, s'est prononcée contre l'authenticité de la relique. La difficulté que pose l'impression négative sur le tissu, qui venait d'apparaître à ce moment-là, on en parlera un peu par la suite, n'est pas aussi grave qu'elle ne paraît. Et elle aurait probablement été peinte sans intention frauduleuse, et il s'agit d'une fabrication du XVe siècle, dit ici l'encyclopédie catholique, et c'est exactement ce à quoi nous devrions nous attendre. Ce qui veut dire que dans l'Église, les personnes les plus connaisseuses, si l'on peut dire, de l'archéologie chrétienne, etc., considèrent que c'est un faux, jusqu'au XXe siècle. Et qu'ils laissent simplement cela à la piété populaire. Ils laissent parce que ce n'est pas dangereux pour la foi, et que c'est même bon peut-être aussi. Ça pourrait être simplement au maximum comme une icône du Christ, mais pas le suaire qui a touché le Christ, ou le linceul qui a touché le Christ. Bon. C'est important parce que, disons, on voit que certains disent, mais bon, c'est l'Église qui a voulu pousser cette histoire-là. Je ne crois pas. Ce n'est pas l'Église qui a voulu pousser, c'est la science qui l'a poussé. C'est que, en fait, ce tissu pose tellement d'interrogations scientifiques que ça a réveillé, bien entendu, un intérêt spécial pour cette relique qui est unique dans toute l'histoire. D'ailleurs, l'évêque de Troyes, où il y avait Lirey, justement, a écrit qu'il était contre. Bon, voilà. Alors, justement, ce que je disais, c'est qu'il était inspiré du suaire dès le VIe siècle, lorsqu'il apparaît à Édesse. On voit toute une série de choses qui apparaissent. Par exemple, ici, le pape Jean VII avait sur son umbrella, donc l'espèce de parasol qu'il utilisait pour sortir, il avait des dessins. Entre autres, on retrouve sur ce parasol des dessins qui font penser au suaire. Comme on voit ici la position du Christ, ici, comme sur le suaire, par exemple. Ensuite, des monnaies qui ont été imprimées représentent le Christ. On voit par exemple ici le Christ qui a le pied qui n'est pas tout à fait dans la position qu'on attendrait, et qui pourrait correspondre à la tache de sang que l'on a sur le suaire ici, qui fait penser que le pied était ainsi. Également ici, on voit pas mal de ressemblances entre ce que l'on voit ici et le négatif. Le négatif représente... Non, si vous regardez dans un miroir, vous avez le négatif. Mais vous voyez, je veux dire, c'est la même chose que le négatif que vous voyez de la photo.
Mais si vous faites le négatif du négatif, vous obtenez le positif, comme ici. Donc on voit la même disposition que ça donnerait sur la personne. Et ils ont pris ça, ils ont imprimé. Vous voyez par exemple différentes choses. Ici, on voit la chevelure plus longue d'un côté que de l'autre. On voit ici une tache comme un coup qui aurait été reçu. Également ici les yeux qui sont un peu exorbités. Puis on voit ici comme le pliement, ici la plissure qui se trouve là. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est sur le front. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu attentivement, mais on voit comme une espèce de bande ici sur le front. Et également cette structure en V ici, que certains pourraient penser que c'est simplement des rides. Mais en réalité, ce n'est probablement pas des rides, mais ça a été représenté comme des rides sur beaucoup d'icônes qui représentent ça. Je vois peu de personnes, personnellement, j'ai presque vu personne qui avait un V ici. Plutôt, c'est des choses verticales, enfin voilà. Mais disons, ça ne se met pas comme si on voit ici. Or, vous regardez bien ceci, et vous le revoyez sur des icônes, énormément d'icônes du Christ Pantocrator, comme vous voyez ici, entre autres, qui sont remis ici dans un peu toutes les structures que l'on voit dans les églises et autres. Vous voyez aussi la mèche sur le front et ainsi de suite. Une chose importante également, c'est de voir que presque toutes ces images apparaissent après l'an 600, le moment où on découvre à Édesse justement le linceul et le mandélion et les reliques de la Passion qui sont là à Édesse. On retrouve ça d'ailleurs. Le Christ apparaît avec une chevelure longue, une barbe, alors qu'avant, il est souvent imberbe. Et puis nous avons également, on vous montre également où on a situé le carbone 14, la datation du carbone 14. Alors je reprends ici. Donc ceci est une œuvre d'art, je dirais un dessin, une enluminure qui se trouve dans un codex qui a été retrouvé par un jésuite qui s'appelle Pré. C'est pour ça qu'on appelle le codex de Pré, mais le jésuite vit des siècles après que le codex ait été fait. Il se trouve à Budapest, je crois. Et là, on voit sur ce tissu diverses choses. Bon, entre autres, donc il est de 1192 à 1195, daté. Si vous regardez la structure que l'on voit ici, il faut dire que les enluminures sont des choses qui sont plutôt, c'est pas descriptif, c'est pas photographique. C'est plutôt des détails qui sont connus et qui sont remis dans l'image, sans nécessairement être proportionnels ou autres. Mais c'est plutôt donc des choses que le peintre ou le dessinateur a remarquées et qu'il remet dans l'image. On voit ici, par exemple, quand on regarde de près la texture du tissu, qui est en fait un tissu de lin qui a été tissé en Z, avec une torsion en Z. Vous pouvez faire une torsion en Z ou en torsion en S, on verra ça plus tard, mais également en arêtes de poisson. On remarque comme des arêtes de poisson dans le tissage qui a été fait. Et tout cela a été fait avec un métier assez ancien. Il y a des morceaux qui sont plus ou moins, disons, cousus ensemble et qui forment tout le tissu, parce que c'est un tissu de 4,15 mètres à peu près sur 1,10 mètre. Alors, qu'est-ce qu'on remarque encore? On remarque, entre autres, ces trous ici que vous voyez, et qui correspondent presque exactement aux trous que l'on voit sur le suaire. Alors, ces trous viennent non pas d'un incendie, mais d'un charbon qui servait à encenser. Donc il est fort probable que l'on ait replié le tissu, mis sur un autel, et qu'on l'ait encensé, et qu'à un moment donné, le prêtre qui encensait a touché le bord de l'autel, et un charbon est tombé sur le suaire. Vous allez me dire, malheur, non, chose magnifique pour nous aujourd'hui. Parce que grâce à cela, on peut faire la connexion entre le suaire de Turin, où on trouve ces trous, et les trous qui ont été dessinés par ce dessinateur du XIIe siècle, et donc qui mettent en cause la datation carbone 14 directement. Puisque si on voit ces trous, probablement c'est quelque chose qui vient de
cette brûlure qui ont été faites dans le tissu. Alors, bien entendu, ça c'est un endroit où le tissu a été moins brûlé parce qu'il était replié en 4. Et on voit quand on a déplié, on voit ces trous qui apparaissent à plusieurs endroits et on sait qu'il était plié en 4. Il y a d'autres structures de brûlure qui apparaissent, on voit qu'il était plié en 18. Donc on l'avait réduit probablement au visage uniquement, on l'avait plié en 18. Et ça donne des structures, un peu comme quand on fait des coupures dans des papiers, et puis que l'on développe tout cela, on voit toute une série de petites structures. Et bien c'est la même chose pour ceci. On sait même comment il était plié et ce qu'il y avait au-dessus. Alors, on voit qu'il y a plus de trous en bas. Vous voyez, là où il y a des croix, vous voyez qu'il y a plus de trous et ils correspondent à ce que l'on voit aussi en bas. Ça correspond au dos. Ces trous-là étaient au dos. Ça veut dire que la partie dorsale était au-dessus et il a reçu les charbons là-bas. Les charbons ont percé directement ce qui était au-dessus, c'est-à-dire la partie dorsale, et puis ils ont percé moins les parties inférieures. Or, ça correspond à ce que l'on voit également sur l'image du codex de Près. Ensuite, les petites croix que l'on voit là. En fait, on remarque que sur le dos, il y a comme deux types de flagellation. Enfin, il y a une flagellation dans un sens et une flagellation dans l'autre sens. Là, tu pourrais expliquer un peu, parce que toi, tu as... Mais quand on verra tout à l'heure, je vais leur montrer, parce qu'en fait, je vais même vous montrer qu'ils étaient deux, hein, mais qu'il y en a un qui était plus grand que l'autre. Un des flagellants était plus grand que l'autre. Et ce que l'on voit là, c'est les images que Philippe vous montre avec le croix-rouge qui apparaissent. Ce sont des images de coups de fouet. On en a dénombré 120, à peu près. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 120 coups de fouet. Ça veut dire qu'il y a eu 120 lésions laissées par des fouets qui peuvent être à 1, 2 ou 3 lanières. Ce qui veut dire que le nombre de coups n'est pas exactement le même, mais le résultat est le même. Alors, les lanières étaient terminées par des espèces de petites haltères en métal qui pour effet de s'incruster dans la peau et de l'arracher. Et on le verra mieux tout à l'heure sur une des dias, vous allez voir véritablement cette impression d'haltère que l'on retrouve ici sous forme de croix, parce qu'il y a des entrecroisements qui sont faits en fonction du fouetteur et qui peuvent effectivement correspondre aux croix que l'on voit sur la partie dorsale du linceul, c'est-à-dire sur la partie dorsale de ce que présente le codex de Près et qui est très évocateur, en fait, des coups laissés à la face dorsale du corps du supplicié. Donc le professeur Lejeune, par exemple. Le genre de fouet qui était utilisé par les Romains. Alors, mettez de côté ce que vous avez vu du film de Mel Gibson, pour ceux qui l'ont vu. Il s'appelle Passion, c'est un très beau film, je n'en dis conviens pas. Mais il est excessif. Il est excessif en ce que quelqu'un... D'abord, les fouets, ce n'étaient pas des petites haltères comme vous les voyez là, c'était carrément des lames de rasoir, hein, ou quasiment. C'était des petites lancettes en tout cas, et on fouettait la victime avec la lancette en question. Vu la quantité de sang qu'il y a par terre, et vu le dos du supplicié tel que le présente Mel Gibson, il est mort. C'est clair. Il n'y a pas un médecin légiste qui vous dira le contraire. Pour un individu de 70 kg, on a 5,5 litres de sang. Après 1 litre, on perd connaissance. Après 1,5 litre, on est mort. Et là, par terre, il y en avait mais une quantité à remplir une baignoire. Donc, Mel Gibson est allé un peu trop loin dans sa façon d'envisager les choses. C'est sans doute des fouets tels que ceux-là qui étaient utilisés en fait à l'époque romaine. Alors, on voit aussi derrière une sorte de mèche comme ça qui ressemble à... qui est lisse par rapport à ce qu'on pourrait penser, mais c'est une sorte de mèche qu'il a là. Est-ce lissé par le fait que ça a été accroché lorsqu'il était sur la croix et que ça a tendu lorsqu'il a baissé la tête, ou bien est-ce qu'il avait les cheveux plus lisses? On n'en sait rien. Hein. Simplement, je dis ça pour les gens qui seraient intéressés, c'est tout, quoi. Alors... Alors, en 1898, il a eu lieu la toute première photographie. Et celle que je vous présente là n'est pas la toute première photographie, c'est celle de Giuseppe Enrie, celle-là qui a été faite en 1931. Mais en 1898, un avocat, il s'appelle Secondo Pia, avocat turinois, qui est versé dans la photographie judiciaire, en tout cas, existe depuis 1870, ça veut dire qu'elle s'est un petit peu démocratisée, mais il faut quand même avoir beaucoup des sous pour pouvoir pratiquer la photographie. Il a été le tout premier à prendre en photo le linceul de Turin. En bas, vous avez M. Pia. En haut, vous avez l'appareil photo qu'il a utilisé et qui nécessitait une pause d'une bonne 20-30 minutes pour prendre une photographie. Et il a pris une photographie, c'est celle que vous voyez là, et qui a fait l'effet d'une bombe. Il a fait l'effet d'une bombe parce que
Quand vous regardez le linceul sous sa version négative, alors pour tous les petits jeunes, on n'a pas toujours eu des appareils numériques. Hein. Avant, on avait des appareils photo avec une pellicule, et la pellicule était imprimée en négatif. Et puis du négatif de la pellicule, on tirait les photos. Voilà, comme ça c'est clair. Eh bien, ça c'est un négatif. Et il se fait qu'on le voit beaucoup mieux en négatif qu'on ne le voit en positif. À telle enseigne d'ailleurs que ceux qui utilisent le linceul disent que ça c'est le positif et que l'autre image est le négatif. Bref, c'est pas très important. C'est Gondopia, quand il a sorti cette photo, comme d'habitude avec le linceul, dès qu'on en parle, on se fait emmerder. Eh bien, il s'est fait emmerder. On l'a traité comment on dit, falsificateur. Il a fallu qu'un biochimiste français, qui ne pétait pas un mot d'italien lui par contre, un biochimiste français vienne de France jusqu'à Turin, qu'il étudie les bains, la composition chimique des bains qu'utilisait Gondopia pour démontrer qu'il n'avait pas trahi la vérité et que l'image était donc vraie. Il n'empêche que Gondopia en a largement souffert, et ce n'est qu'en 1931, j'espère que c'est la dia suivante, comme ça vous allez le voir, que ces photographies-ci ont été prises par Giuseppe Enrie. Et là, ce que vous voyez, c'est au-dessus le positif tel qu'on pourrait l'imaginer, et en bas le négatif. Le négatif vous permet de le voir. Je suis allé déjà une fois à l'ostension du Suaire de Turin, à Turin, dans la cathédrale, c'était en 2010. Quand vous êtes tout près, vous ne voyez rien. Donc défiler le long du linceul, c'est bien parce qu'on est proche, hein, il y a un sentiment de proximité, mais on ne voit rien du tout. On voit des taches rouges, des taches de sang, ça oui, il est très rouge. Il est très rouge, sans doute, c'est une hypothèse, parce qu'on a traité ce linceul avec de l'amidon, on l'a amidonné, et que l'amidon a pour effet, effectivement, de rendre une certaine rougeur au sang. C'est une possibilité, c'est une hypothèse. Mais quoi qu'il en soit, elle est possible. Par contre, quand vous vous teniez dans la cathédrale, c'est-à-dire à une distance de quelques mètres, vous voyez l'image. Tout près, on ne la voit pas, il faut se reculer. On la voit mal. En plus, on ne distingue pas très bien ce qu'il y a dessus. Par contre, sitôt vous passez au négatif, alors là, j'aime autant vous dire qu'il y a moyen d'en dire beaucoup de choses. Regardez-le. Regardez son visage. La première réflexion qui est faite par rapport au visage, c'est que c'est étrange quand même qu'on ne le voit pas épaté. Tout le monde voit le masque d'or d'Agamemnon. Bon, c'est un masque que portait Agamemnon dans son tombeau. Il a été écrasé, ce tombeau, il y a un peu de pierre qui lui est tombée dessus, quoi. Il s'est fait complètement écraser, sprocci, comme on dit chez nous, et le masque s'est complètement étalé. Et on a l'impression, on a les oreilles qui reviennent à hauteur du visage. Donc un faciès qu'on appelle mongoloïde. On s'attendait à voir cette image-là à propos de la tête du personnage, et ce n'est pas le cas. Pourquoi ? En fait, c'est tout con. Il a porté une couronne d'épines, et tout à l'heure, Philippe vous a montré qu'il y avait des saignements qui étaient apparus autour des cheveux, et que ces saignements s'étaient écoulés notamment dans les rides en créant ce fameux petit epsilon hein, que l'on voit souvent là-bas, ici, dans ce côté-ci, c'est un 3. Donc, quand on le voit en positif, c'est un epsilon, c'est du sang qui a séché à cet endroit-là. Et puis, quand vous regardez au-dessus, à cet endroit-ci, par exemple, ou là-bas, ce que vous voyez, ce sont des écoulements punctiformes. En médecine égale, on parle d'hémorragie punctiforme, c'est-à-dire qui naît au point de départ d'un petit point. Alors, pour tous ceux qui ont un jour eu, comme on dit chez nous, un crin, une plaie à la tête, quoi. Vous savez à quel point ça saigne abondamment. Eh bien, c'est ce qui s'est passé là, avec la couronne qui lui a été posée sur le crâne, et on en a la preuve par tous les petites hémorragies punctiformes qui font vraiment tout le tour de la tête, hein, tout le tour de la tête. Le sang s'est répandu. Alors, qu'est-ce qui arrive quand le sang se répand et qu'il se met à couler ? Il ne coagule pas. En dehors du sang, du corps, le sang ne coagule pas. Il sèche. Quand la tête est inclinée vers l'avant, comme c'est le cas sur la croix, les cheveux sont inclinés vers l'avant aussi. Vous voyez bien le sang qui va couler. Le sang, à un moment donné, s'arrête puisque la personne meurt, il se met à sécher. Et quand on descend de la croix, il a les cheveux qui remontent pratiquement au-dessus du nez, quoi. Parce qu'il avait la tête inclinée vers l'avant. J'ai ça des tas de fois dans ma patientèle. Une patientèle que je ne vois qu'une fois, qui ne revient jamais se plaindre. Ici, ce qu'on a fait, c'est tout con. Les cheveux sont un peu raplaqués. C'est-à-dire qu'ils sont repoussés vers l'arrière par le tissu,
et vous ne voyez donc pas les oreilles, vous ne pourriez pas les voir. Pour voir les oreilles, il aurait fallu qu'on lave les cheveux. Si on lave les cheveux à l'eau, ce qui va se produire simplement, c'est que l'eau va enlever le son qui se trouve là, les cheveux vont retomber, et alors effectivement, le linceul va épouser la forme de la tête, mais dans ce cas-ci, et vu la position des cheveux, et vu l'état dans lequel ils sont, c'est impossible. Regardez les mains, regardez où elles sont. On ne voit pas ces organes génitaux externes. Je parle poliment. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais c'est normal. On a mis des petites cales de bois en dessous des bras. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Eh bien, ce soir, vous allez vous coucher, vous allez penser à moi, quand vous serez dans votre lit. Pas un matelas mousse, hein, un matelas bien dur. Et vous allez essayer de mettre vos mains à cet endroit-là. Certains vont y arriver, ne vous inquiétez pas, vous êtes normaux. Mais la plupart ne vont pas y arriver. Pourquoi? Je l'ai testé sur plein de cadavres. Hein. Simplement parce que nos bras ne sont pas suffisamment longs que pour le permettre. Mais pourquoi aller imaginer que l'on ait placé des cales en bois en dessous du coude d'une personne de laquelle on ne s'attendait pas à ce qu'on laisse une image? Si toutefois tel est le cas, hein, on est dans une hypothèse. C'est stupide. Oui, sauf que il meurt sur la croix, on est d'accord. Ça, personne ne le nie. L'emplacement des clous, on va en parler. Hein. Il y a beaucoup de couillonnade à propos de l'emplacement des clous. Hein. Il meurt sur la croix. Il a donc les deux bras en arrière. Faites pas ça maintenant, parce que vous allez les mettre vos mains dans la figure de votre voisin, mais vous allez voir, mettez vos bras en arrière. Essayez tout à l'heure, c'est très difficile de respirer. Et il est obligé, pour respirer, de tirer sur ses poignets. Les clous sont plantés dans les poignets. Jamais dans la paume des mains. Chaque fois que je rentre dans une église, je ne suis pas croyant, ok, mais je rentre quand même dans les églises. Hein, c'est quand même là qu'il y a un maximum d'œuvres d'art. Et chaque fois, je m'amuse. Je cherche le crucifix. Il ne faut pas chercher longtemps, il y en a un peu partout. Donc, et je regarde où sont les clous. Dans plus de 90% des cas, les clous sont dans la paume des mains. Un test a été fait par un médecin en 1951. Ce médecin s'appelle Pierre Barbet. Et il était médecin chirurgien des hôpitaux de Paris. Il a écrit un livre qui s'appelle « La mort de notre Seigneur Jésus-Christ selon le chirurgien ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des cadavres de l'hôpital. Moi, si je fais ça, je suis au trou tout de suite. Hein. Il a pris des cadavres de l'hôpital. Il les a fait, c'est pas lui qui l'a fait, hein, c'est un de ses techniciens, il les a fait clouer sur des planches en bois, en hauteur, de manière à voir s'ils allaient tenir ou pas. Où les a-t-il cloués? En mettant les clous dans la paume des mains. Aucun n'a tenu. Ce qui veut dire que si vous clouez quelqu'un, enfin, on ne va pas le faire, mais si vous clouez quelqu'un sur une croix, ce qui va se produire si vous le clouez dans la paume des mains, c'est qu'à un moment donné, ses mains vont se détacher, et ce n'est pas d'une asphyxie posturale qui va mourir, c'est d'une fracture du crâne quand son crâne viendra taper sur le sol. Hein. Donc, les clous ont été plantés dans les poignets. C'est démontré aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Eh bien, regardez le linceul, les clous sont dans les poignets. Mais on parlait des organes génitaux externes, et je m'égare. Quand on est donc sur la croix et que l'on tente de respirer en tirant sur ses poignets, le corps est projeté vers l'avant. Alors pour tous ceux qui un jour ont fait du handball, du volleyball ou du tennis, vous savez, ce qui arrive régulièrement à ce type de sportif, ce sont des luxations antérieures de la tête de l'humérus qui sort de sa cavité glénoïde, parce que le bourrelet glénoïdien qui est là pour renforcer la tête de l'humérus et faire en sorte qu'elle reste à son endroit, qu'elle reste à sa place, n'est pas nécessairement suffisant pour assurer cette coaptation. Et donc la tête de l'humérus sort. Les deux têtes de l'humérus ici sont sorties. Les deux bras sont projetés vers l'avant. On arrive pile sur les organes génitaux externes, raison pour laquelle on ne les voit pas. Notez, c'est pas plus mal. Hein, on est tous d'accord avec ça. Sur le plan de la pudeur, c'est pas plus mal, mais c'est un hasard qui est dû à la crucifixion. Philippe, si tu veux continuer, tu peux. Je ne sais pas si c'est ton tour ou c'est encore le mien. Non, c'est encore le mien. Je termine avec le dos. Eh bien, regardez les coups. Regardez ici. D'abord, regardez, il a les genoux fléchis. Et vous voyez trimer la nuque, en fait, la tête est relevée. Elle est inclinée vers l'avant. Il faut que je vous explique, avant de continuer, comment on meurt en croix. Tous les chrétiens ont dans l'idée, et moi aussi, que j'avais dans l'idée que le plus terrible, c'était d'être cloué. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est agréable d'être cloué, mais ce n'est pas le plus terrible. Le plus terrible
dans le supplice de la croix, c'est la manière de mourir. Et la manière de mourir, c'est ce que nous appelons en médecine légale une asphyxie posturale, c'est-à-dire une asphyxie qui survient à cause de la posture, à cause de la position du corps. L'asphyxie se caractérise par le fait que le taux d'oxygène dans le sang diminue par défaut de captation par les poumons et que le taux de CO2 dans le sang augmente par défaut d'expulsion du CO2 par le poumon. C'est le principe de l'asphyxie, c'est un système qui ne fonctionne pas correctement. En tout cas, ce type d'asphyxie-là. Propulsé vers l'avant, des difficultés à respirer, son corps continue à travailler bien entendu puisqu'il fournit des efforts, il est clair qu'il entre dans ce que nous appelons en médecine une acidose respiratoire. Et c'est cette acidose respiratoire qui va mener à son décès. Alors pour ceux qui feraient de la biochimie dans la salle, en clair, vous faites une glycolyse, et puis de la glycolyse, on passe dans le cycle de Krebs et puis dans la chaîne respiratoire pour fournir de l'énergie aux cellules. Là, oui, il y en a qui se marrent parce qu'ils savent de quoi je parle. Hein. C'est des questions d'examen, ça, mes enfants. Hein. Vous vous souvenez que la chaîne respiratoire et avancée et le cycle de Krebs sont dans le mitochondrie. Hein. La glycolyse, c'est dans le cytoplasme. La glycolyse donne naissance à de l'acide pyruvique. C'est à voir. Si le mot vous dit quelque chose, c'est déjà bien. Et puis, il rentre dans le cycle de Krebs, il va donner un max d'énergie. S'il n'y a pas d'oxygène, s'il manque de l'oxygène, le glucose qui est détruit n'est pas attiré vers le cycle de Krebs. Au contraire, le cycle de Krebs est bloqué. Et ce n'est plus de l'acide pyruvique que fait la glycolyse, mais c'est de l'acide lactique. Ça change quoi? Vous avez déjà couru, hein? Vous avez déjà senti une pointe au côté? Ah ben c'est ça. Ça, c'est l'acide lactique qui s'est accumulé. Vous êtes entré dans une phase qu'on appelle l'anaérobie. Et le fait de faire un exercice musculaire en phase d'anaérobie ou de vivre en anaérobie, comme c'est le cas sur la croix, crée l'acidose respiratoire et crée des douleurs qui sont très intenses. C'est tout le corps qui devient une contracture. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis, qui n'en étaient pas une près, avaient réinventé un peu ce système, mais autrement. Ils ne s'embêtaient pas avec des croix, prenaient une corde attachée au poignet, et il levait le bonhomme à quelques centimètres au-dessus du sol, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et il mourait de la même manière que le Christ sur la croix, c'est-à-dire en acidose respiratoire, avec des douleurs qui sont particulièrement importantes, particulièrement fortes, engendrées par ces tests. C'est une tétanisation complète, ou quoi? C'est ça? Oui, complète. C'est pour ça que quand tu regardes un crucifix, il ne peut pas avoir la tête de côté. Il doit avoir la tête droite, inclinée certes, mais droite. Oui. Parce que la tension qui s'exerce dans le muscle du cou des deux côtés, les sternocléidiomastéoïdiens, fait qu'il ne peut être que droit, il ne peut pas être incliné. Oui. Ou alors il a une paralysie d'un des deux muscles, mais en l'occurrence, ce n'est pas rapporté. Et donc, j'en reviens à la dia précédente parce que j'ai été trop vite. C'est moi qui C'est toi qui as touché. Hein. Je sais que tu es en train de parler de justement. T'es terrible, t'es terrible. Oui, voilà. Je montre le... Pour le sang ici ou quoi? Oui, peut-être qu'on a une meilleure photo du dos après, en fait. Oui. Oui, je crois. Attends, on va aller plus loin. Il est bien, il me fait avancer, je ne le vois même pas. Oui, les photos couleurs, je les trouve moches. Je préfère de loin les photos d'avant. Et puis, sa mort, on vient de le payer. Parlé de là. Oui, c'est ça. Vous connaissez cette croix? Elle est à Florence. Et elle a sans doute été réalisée par Michel-Ange. Alors, si vous avez l'occasion d'aller à Florence, allez la voir. Il n'est pas cloué dans les mains. Et surtout, vous voyez le petit socle en bois qui est là en dessous? Il a été ajouté au XVe siècle par les artistes. En fait, il s'appelle, je dois toujours le dire parce que je suis incapable de retenir le nom, le suppédaneum. Allez-y, hein, pour le retenir, c'est joyeux. C'est ce petit morceau de bois que l'on mettait en dessous. Pourquoi? Pour faire en sorte que l'angle des genoux ne soit pas trop prononcé, que ce soit plus joli sur le plan esthétique. Mais sur la croix, il n'y en avait pas. Voilà les cadavres de mon confrère de 1951 qui n'est pas volé en prison pour l'avoir fait, hein, alors que moi bien, enfin j'aurais pu, je ne l'ai pas fait. Et voici une croix telle qu'on peut la concevoir, c'est avec les deux pieds cloués bien sur la croix. C'est une croix qui se trouve pas très loin de Wimereux, en fait, sur la côte de Bâle, et qui reprend vraiment toutes les caractéristiques de ce que je vous raconte ici aujourd'hui. Il meurt d'une asphyxie posturale, ça je vous l'ai dit. Voilà une croix qui est relativement vraie. Elle est relativement vraie, pourquoi? Parce que les clous sont dans les poignets, il est bien droit, et puis, ouais, on ne voit pas que les épaules sont déboîtées, mais ça c'est quand même difficile à montrer. Alors... Et donc, en fait, il a les jambes pliées, comme ça. Oui. Et donc, il ne sait pas s'appuyer. Non.
Sur les Là, jambes. en fait, quand tu plies les genoux trop fort, tu as moins de tension, tu peux exercer moins facilement ta tension. Ton genou n'est pas dans l'attitude qu'il faut pour exercer le maximum. Donc tu meurs plus vite. Et pour respirer, Et pour respirer, il est obligé à la fois de pousser sur les pieds, de tirer sur les mains, sur les poignets. Donc il s'épuise. Et au fur et à mesure qu'il s'épuise, il a besoin d'oxygène, il en manque, il fait du CO2, il fait son acidose lactique, il meurt en acidose respiratoire. C'est pas la mort qu'on peut souhaiter à son pire ennemi. Non. Et une dernière petite chose, et puis je te rends, après je crois que c'est toi. Oui. Une dernière petite chose, c'est l'Évangile n'est certainement pas un ouvrage scientifique, on est d'accord. Hein. Enfin, en tout cas, moi je suis d'accord. Mais il y a quand même quelque chose qui est tout à fait vrai, c'est dans Jean. Arrivé à Jésus, Jean 19, chapitre 19, versets 33 à 34. Oui, il me reste un peu de connaissances quand même, hein. J'ai encore les chapitres, les versets. Arrivé à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort. Et ils ne lui brisèrent pas les jambes. On brisait les jambes pour hâter la mort. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le gars, il ne s'est plus poussé sur ses jambes, donc c'est terminé, quoi, ça va plus vite. En fait, c'était pratiquement le rendre service. Avec le romain, tout est relatif. Hein. Tout est relatif, surtout là. Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté. On ne dit pas si c'est le gauche ou le droit. Je peux vous prouver que c'est le côté droit, mais ça me prendrait trop longtemps, je ne vais pas le faire. Mais ça ne peut être que du côté droit. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Il s'est trompé, c'est de l'eau et du sang. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va lui pardonner. Pendant un siècle facile, peut-être plus, on a dit c'est normal, en post-mortem, après la mort, quoi, le sang sédimente dans le corps. Sédimenter, ça veut dire que les parties les plus lourdes vont se trouver selon la pression atmosphérique dans les parties les plus basses, et que l'eau, le surnageant, le plasma, hein, qui fait quand même un sacré volume, va rester dans les parties supérieures. Et donc l'idée, c'est que le cœur du coup de lance s'était vidé d'abord du sang, puis que l'eau avait suivi. Alors ça, si vous croyez celle-là, je vous en raconte une autre. Hein. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe quand on perce le cœur? La lance le transperce, le sang qui est là va couler, il va se faire un écoulement turbulent qui va mélanger le plasma avec le sang. Vous n'allez pas distinguer, en fait, le plasma, alors qu'il aurait peut-être sédimenté. J'ai autopsié tout à l'heure, on dit 4000. C'est pas vrai, c'est pas 4000, c'est en 2500 et 3000. En fait, plus je fais de conférences et plus mon nombre d'autopsies augmente. Et je n'ai jamais, mais jamais vu, quel que soit le stade de putréfaction, c'est-à-dire d'évolution post-mortem, de sang qui sédimente dans le corps. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, l'évangéliste, pourtant, a raison. Il se trompe, c'est de l'eau et puis du sang, mais il a raison. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Mais c'est tout con. Enfin, vous ne le savez pas, mais moi j'en ai tout fait quand même quelques-uns. Quand on frappe sur quelqu'un avec des objets, et que les coups sont répétés, j'ai un glacier qui est mort comme ça, rien à voir avec son métier, mais il est mort comme ça, on lui a tapé des coups de manche de brosse, j'en ai compté une 60aine sur le dos pour le tuer, ils ont réussi par finir par le tuer parce qu'ils ont frappé ailleurs que sur le dos, ça ne marche pas bien, ils ont continué à frapper sur le crâne, il en est mort, j'avais la cavité pleurale, c'est-à-dire l'espace entre le poumon et la paroi du thorax, pleine de liquide. Le liquide, c'était du plasma. Pourquoi? Parce qu'à force de donner des coups, et c'est le cas ici aussi, c'est des coups de fouet, mais ça arrive au même, à force de donner des coups sur la paroi thoracique, le poumon qui se trouve derrière est contu, et que quand le poumon est contu, il libère ce plasma. En clair, il libère ce que l'évangéliste prend pour de l'eau. On ne va pas lui reprocher de ne pas savoir ce qu'est le plasma. Hein. Et donc lui, il décrit de l'eau et du sang. Il a parfaitement raison. La lance a donc d'abord traversé l'espace pleural, il s'en est écoulé de l'eau, ce plasma qui provient des contusions pulmonaires engendrées par les coups portés au thorax. Et ensuite, la lance vient frapper le cœur droit. Pourquoi le cœur droit? Parce qu'il n'y a plus qu'à droite qu'il y a du sang. À gauche, il n'y en a plus. En post-mortem, le sang n'existe plus dans le système artériel, il n'existe même plus dans le système capillaire, il n'est plus que dans le système veineux. Or, le cœur gauche, c'est le système artériel. Donc, c'est pour ça que le coup de lance a été donné au côté droit. C'est que sinon, on n'aurait jamais vu de sang sortir, quoi. Et hop, le sang a suivi. C'est une excellente observation de la part de l'évangéliste qui prouve, à mon avis, qu'il était au pied du Donc, si j'ai bien supplice. compris, c'est de l'eau et puis du sang. Oui. Pas du sang et puis de l'eau. Non. Ok, ça. On ne peut pas lui reprocher. Non, ça va. Et donc, il y avait, tu voulais Voilà. encore dire peut-être- 1m78, 1m81, c'est la taille qu'on lui donne. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne la connaît pas exactement? Parce que la tête est fléchie vers l'avant, elle n'est pas droite, et les genoux sont fléchis,
ils sont pas en extension. Il est donc complètement rigide à l'intérieur du linceul. On voit un homme rigide à l'intérieur du linceul. C'est ce qui fait qu'on ne sait pas très bien. Et puis 77 à 79 kilos, ça c'est facile, on a des tables. Hein. On sait qu'un homme comme lui, d'un mètre 78, fait en moyenne 77 kilos, d'un mètre 80 fait en moyenne 79 kilos, à condition de ne pas être obèse. Et celui que vous voyez là est loin d'être obèse, au contraire, il est plutôt musclé de sa vie. Je n'aurais pas voulu une baffe. Et puis, on nous dit qu'il a à peu près 35 ans, mais ça, c'est déjà moins sûr. J'ai déjà parlé de plein de trucs ici, on va pouvoir aller plus vite, parce que sinon, c'est pas 1h15 qu'on va tenir, c'est plusieurs heures. Ça, on en a parlé. Ça, je viens de vous en parler, mais je vous le montre. Regardez, c'est le coup de lance au côté, et vous voyez ici des bords. En médecine légale, on est habitué. Le bord supérieur ici est un bord qui est parfaitement dessiné. C'est un coup qui est donné par un objet piquant, tranchant. Il n'y a que ce type d'objet qui peut donner ce type de coup-là. Et vous avez là un écoulement à partir de l'orifice qui se fait en latéral. Et cet écoulement a été analysé par Pierluigi Baima Bologna, qui est un ancien profileur retraité maintenant. Il a 87 ans, donc je pense qu'il a le droit de l'être, de médecine légale de l'université de Turin. Il a fait des études sur le sang. C'est lui qui a démontré qu'il y avait du sang sur le linceul et que ce sang était de groupe AB. C'est le receveur universel. Et c'est lui aussi qui a fait l'analyse ici et qui a démontré qu'il y a très peu de sang, mais énormément de sérum, de plasma, et plein de bilirubine. La bilirubine, c'est une substance qui vient du foie et qui est sécrétée abondamment par le foie en cas de souffrance excessive, comme on peut estimer qu'il est advenu à ce personnage. Il y a une chose intéressante ici. Bon, vous voyez que les clous sont dans les poignets, hein. Là c'est la main. On nous dit toujours, on ne voit que 4 doigts. Où est le 5e? Et il y a un médecin, c'est Barbet, dans son bouquin, qui dit, si on ne voit pas le 5e doigt, à savoir le pouce, c'est parce qu'on a coupé le nerf radial. Ouais, et alors? Si on a coupé le nerf radial, on empêche le pouce de se fléchir. Oui, et alors? Mettez votre main comme ça. Laissez pendre votre main. Où est-ce qu'il se met le pouce? Le pouce, c'est le doigt qui est fait pour faire opposition, c'est-à-dire qui est fait pour qu'on ait une pince, qu'on puisse attraper quelque chose. Le pouce, de manière naturelle, vient derrière. Si vous voulez le mettre devant, vous devez faire un effort. Il n'y a pas besoin d'explication tordue. Hein. Si on ne voit pas le 5e doigt, c'est simplement parce qu'il est en position anatomique. Il est derrière. Dernière chose, et puis on avance. Mais moi, j'y tiens plus. Le sens des traces. Oui, c'est ça que je vais montrer. Il sait ce que je vais, c'est merveilleux. Regardez là, les écoulements de sang, ils sont le long du bras, ils sont parallèles à l'axe du bras. Regardez ici, ils sont d'abord parallèles et puis il y a un écoulement oblique. Les deux bras ne sont pas exactement dans la même position. Il y en a un qui est plus vertical que l'autre qui est plus oblique. C'est dingue, hein? Ce sont des petits détails. Des petits détails. Est-ce que vous imaginez un faussaire se lancer dans des petits détails comme cela? On va voir d'autres des détails. Ah oui, c'est vrai, ça ne marche pas ce truc-là. En tout cas, moi je retiens une chose, c'est qu'il a le sang AB. Ah, je suis un AB, justement. Ça, en plus, c'est vrai, j'ai le sang AB en plus. Ça, bon. C'est la première fois qu'il me l'a fait. Est-ce que tu sais, que c'est le même groupe sanguin sur le suaire d'Oviedo et la tunique d'Argenteuil? Oui. Ah ben, il le savait. Bref, c'est les 3 grandes reliques, dites reliques de la Passion. Hein. Alors ici, je m'intéresse au dos 2 minutes. Regardez les coups. La trajectoire ici, la trajectoire là. La trajectoire ici est plus oblique, là elle est plus relevée. Vous voyez? Ici elle est plus oblique et là elle est plus relevée. Le mec qui tape de ce côté-là, il est plus grand que le mec qui tape de ce côté-ci. Et d'ailleurs, celui qui tape de ce côté-ci, il a plus tendance à taper dans les jambes parce que c'est plus à sa portée. Il fallait y penser. Ah oui. Regardez les 2 petites traces, ça j'aime bien jouer avec. Regardez les 2 petites traces là. Juste là. Flûte. Quand on regarde comme ça, on ne les voit pas bien. Quand on vous les montre, on les voit mieux. Ces 2 petites traces sont évocatrices, selon certains auteurs, comme Baima Bologna, de frottement.
Moi, je n'avais pas analysé, je ne les ai même pas vus. Donc, c'est Baima Bolene qui les montre, et OK. De frottement. Mais de frottement de quoi? En fait, quand le supplicié portait sa croix, et de nouveau, attention au film de Mel Gibson, hein, le supplicié porte sa croix, il ne porte pas la croix totale. La croix totale, c'est 150 kilos à peu près. Vous imaginez quelqu'un qui vient d'être soumis à la flagellation par 120 coups, on les a vus, qui ensuite porte une croix de 150 kilos. Je sais bien qu'il est bien bâti, le mec, mais quand même. Ce que les Romains veulent, c'est qu'ils arrivent vivants au Golgotha, pas morts. Hein. Le supplice, c'est la croix, c'est pas le trajet. Donc ils ne mettaient pas toute la croix. La croix, c'est deux parties. C'est le stipes qui est planté dans le sol. Et c'est l'autre partie, le patibulum. On ne sait pas très bien d'où vient le mot, mais on pense que ça vient d'un mot qui serait le lin toute porte. Le patibulum, c'est-à-dire une partie horizontale qu'on venait emboîter sur le stipes, par-dessus le stipes, la croix était en fait un T, par-dessus le stipes, et sur lequel on avait préalablement cloué le condamné. Vous voyez? Donc, ce morceau de bois qui fait quand même 40 à 50 kilos, on a ici, dans le dos, d'après Baima Bolene, la preuve que cette personne a en tout cas eu un frottement dans le dos, une abrasion cutanée qui est compatible avec le port de la croix. Oui, ça, c'est pas très intéressant, on va avancer. Oui. Il y a de l'ADN... Ah oui, ça, c'est intéressant. Par contre. Il y a de l'ADN sur le suaire. Alors, vous savez tous que notre ADN nous définit clairement et que nous avons chacun un ADN différent, sauf si vous avez un jumeau ou une jumelle vraie, hein, qui se ressemblent. La seule chose qui vous différencie, bon, c'est parfois les accidents de la vie, mais ce sont aussi, et ça dès la naissance, les empreintes digitales. Les empreintes digitales des jumeaux vrais et jumelles vraies ne sont pas les mêmes. Donc, c'est la seule nuance. Pour le reste, l'ADN, pareil, tout pareil partout. Ici, ce qu'on a vu, c'est que cet ADN était particulièrement dégradé. On a un ADN, c'est plusieurs milliards de paires de bases, et là, on a des chaînes d'ADN, des fragments d'ADN, qui font un maximum de 323 paires de bases. Ça veut dire vraiment terriblement dégradé, à tel point qu'on n'a pas pu, jusqu'aujourd'hui en tout cas, reconstituer l'ADN de la personne qui a saigné et dont on voit le sang sur le linceul. Dernière chose, le sang est humain. Ça, c'est une chose qui est certaine, c'est démontré, c'est du sang humain de groupe AB. Voilà. Très bien. Ça, c'est... C'est qui? C'est toi, c'est moi? Oui. C'est moi? Encore? Je vais les lasser. Voici différentes techniques qui ont été réalisées sur le linceul. Je ne vous les décris pas toutes, mais on aboutit à plusieurs conclusions. La première, c'est qu'une idée que certains avaient eue, c'est qu'on avait créé un espèce de bas-relief en métal, en manière telle qu'on puisse le chauffer, le bas-relief qui représentait l'image, bien entendu, qu'on puisse le chauffer et appliquer ce métal chaud sur le linceul. Dans ce cas-là, à la lampe de Wood, on aurait une fixation. On ne l'a pas. Donc, ce n'est pas cette technique-là. On a cherché en spectro après des pigments, après des colorants, après des traces de peinture, quoi, en fait. On n'en a pas trouvé. On l'a soumis aux rayons X. Et les rayons X, quand on fait... ils sont là ou pas? C'est dans une autre. C'est une fluorescence aux rayons X, voilà. Quand on fait des rayons X, ce qu'on mesure, c'est une densité de tissu. Tous ceux qui ont un jour passé des radios le savent. En fonction de la puissance que l'on donne aux rayons, on a plus ou moins de vision sur tel ou tel aspect du corps. Eh bien, ici, ce que l'on a fait, c'est une fluorescence aux rayons X, donc c'est quelque chose de relativement de basse énergie. L'idée, c'était de vérifier s'il y avait, dans la zone de l'image, un ajout qui avait été fait. Parce que si un ajout est fait, forcément, la densité du tissu, l'épaisseur du tissu à cet endroit-là est plus importante. Et forcément, les rayons X, en tout cas la fluorescence aux rayons X, va le montrer. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La fluorescence aux rayons X n'a pas montré de modification de l'image par rapport au reste du tissu. Et puis, on a fait des bandes adhésives, on a trouvé de très nombreuses microtraces, on va y revenir. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Oui, ça, c'est controversé. Oui, c'est une petite synthèse. C'est une petite synthèse, truc, oui, voilà. La chose dont on est certain, c'est qu'il n'y a pas de pigment, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas d'application de métal chaud, il n'y a rien de tout ça, ce n'est pas une peinture, ce n'est pas un décalque, rien. On n'a rien. La seule chose qu'on a réussi à démontrer,
c'est une altération des fibres de lin. Une altération qui est extrêmement superficielle puisqu'elle fait 10 à 20 microns de profondeur dans la fibre de lin elle-même, ce qui veut dire que toute la fibre de lin n'est pas traversée et que les fibres de lin qui s'entrecroisent peuvent être touchées dans l'entrecroisement jusqu'à 125 microns de profondeur. Donc c'est très, très, très léger. Et ce que l'on sait, parce qu'on a réussi à le reproduire, c'est que ça pourrait être dû à une oxydation acide déshydratante des groupes carbonyles des fibres de lin. Ce qui est intéressant ici, c'est le mot acide. Pendant longtemps, l'une des idées avait été que, puisque le Christ meurt sur la croix vraisemblablement en acidose respiratoire, le pH de son sang a chuté, s'il augmente c'est alcalin, s'il chute c'est acide, et que comme le pH de la sueur est le même que le pH du sang, la sueur devait être acide et était alors capable de provoquer les lésions que l'on voit sur, les altérations plutôt, que l'on voit sur les fibres de lin. Oui, ok, c'est vrai. Mais on n'a jamais réussi à reproduire une image aussi nette que celle-là. On a des espèces de grosses taches difformes. Et quand, c'est ce qui m'a convaincu d'ailleurs, c'est comme ça que je sais que ça ne peut pas être la sueur, quand vous regardez le dos, il s'écrase sur le tissu. Et en s'écrasant sur le tissu, la sueur qui est dessus s'étend. On devrait avoir une grosse tache, et en tout cas, on devrait avoir des débordements dans la partie dorsale. Si c'était agi de sueur, on n'en a pas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la nature même de l'image reste un mystère, vraiment un mystère. C'est un mystère d'autant plus que nous n'avons aucune autre, Philippe l'a dit en introduction, on n'a aucun autre tissu qui y ressemble, c'est le seul, il est unique dans l'histoire, on n'en a pas d'autres, et que, objectivement, on n'a aujourd'hui pas d'idée quant à, en tout cas pas d'idée scientifique démontrée, Exactement. Oui, parce qu'il a des idées, quant à la concrétisation, la réalisation de cette image. Très bien. En tout cas, il y a Barry Schwartz, qui est en fait un juif qui a fait photographe, qui a participé au STURP Project, qui est en fait le projet qui a fait l'analyse scientifique du suaire. Et Barry Schwartz, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, il faut dire, il est mort l'année passée, il s'est converti au catholicisme aussi, et il dément catégoriquement que c'est une peinture. Il est arrivé, c'est un Californien, il est arrivé là-bas, c'est un typique photographe pour découvrir les faux dans l'art, spécialement. Et donc il a toute une série d'appareils pour regarder à travers, avec rayon X, rayon ultraviolet, lumière transversale, enfin toute une série de choses qu'on va voir un petit peu maintenant. Il est arrivé devant le suaire, il a commencé à regarder, à mettre ses appareils, et il a dit tout de suite, je n'ai jamais vu un truc pareil. Jamais. Et on va voir pourquoi. Plusieurs choses. D'abord, il y a le fait que si vous regardez l'image, comme vous le voyez ici au-dessus, par image, donc éclairage direct, ouais, ça, vous éclairez directement ici. L'image par éclairage transmis, c'est-à-dire vous éteignez la lumière et vous mettez uniquement une lumière derrière. Eh bien, regardez ce que vous obtenez. On ne voit plus l'image. On voit les taches de sang. C'est typique pour voir des peintures, ça, parce qu'on voit non seulement la peinture, mais aussi on voit ça à l'intérieur. Et puis, on a également l'éclairage UV. Et en éclairage UV, on ne voit pas non plus l'image. Chose tout à fait étonnante. Je vais vous montrer ici ce qu'on fait avec un billet de 50 € pour découvrir cette info. Eh bien, vous avez l'éclairage direct, l'éclairage transmis ici. Regardez, vous voyez des structures que vous ne voyez pas en direct, face et dos. On voit des choses à l'intérieur. Et ceci qui est tout à fait opaque, alors que là, vous ne voyez rien d'opaque ici. Donc grâce à ça, on parvient à voir si vous avez un faux billet ou non, parce qu'il y a 3 couches ou 4 couches dans chaque billet. Regardez aussi, ici, ce qu'ils ont fait, c'est l'image transmise et l'image directe sur l'image en général, sur le sang, les taches de sang, et sur de l'oxyde de fer. Vous remarquez que les taches de sang correspondent assez bien à l'oxyde de fer. Ça, c'est les taches de sang, et ça, c'est l'oxyde de fer. Ce qui correspond en fait à la structure, aussi à ce qu'il y a dans le sang. Ouais. Et puis, ici en UV. En UV, vous voyez plein de choses qui sont lumineuses et d'autres qui sont tout à fait qui sont sombres.
Bon, tout ça vous permet de voir des choses. Eh bien, on a utilisé donc des systèmes similaires avec Barry Schwartz, on a utilisé des similaires pour voir ce qui se passait, parce qu'on peut voir s'il y a de la peinture, s'il n'y a pas de la peinture, si c'est brûlure ou pas, etc. Et comme vous le voyez, par exemple, on voit très bien les brûlures, ici, en UV. Par contre, on ne voit plus l'image. Certains disent que l'image, c'est de la brûlure. D'après ça, non. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'image, comme il a dit, c'était très très fin. Ça fait quelques microns. Et ça veut dire quelques microns, ça veut dire, c'est un peu comme une bulle de savon. Quand vous mettez une lumière, vous voyez des structures qui sont dedans, etc., du moiré, etc. Non? Eh bien, quand vous regardez de l'autre côté, vous ne voyez plus tout ça. Parce que c'est trop fin pour les voir. Et c'est ce qui se passe ici. En fait, l'image est très très fine. Donc, quand il a vu ça, Barry Schwartz, il a dit, c'est pas une peinture. Alors, qui a pu faire un truc pareil? Il a dit. Parce que c'est très très superficiel. Vous mettez un liquide, il va par effet buvard rentrer dedans, comme tu disais pour le dos, avec la sueur, et ça va faire une impression sur tous les endroits où ça va toucher. Donc, à l'intérieur des fibres. On ne voit pas ça à l'intérieur des fibres, on voit ça à la superficie de chaque fibre. Dans un filament, il y a plusieurs fibres, et on voit ça sur chaque fibre, uniquement la superficie, très superficielle. Un truc de dingue, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, il y a une analyse en UV qui a été faite par plusieurs universités. Ici, un article de 2019. Le plus intéressant, c'est Thomas McAvoy. Franchement, celui-là, c'est génial, parce que c'est un professeur de chimie et de physique, et qui a fait une analyse. En fait, ce qu'il a fait, on va voir ici, donc on avait une image en UV du suaire, et il a remarqué que presque le côté droit, c'est-à-dire le côté face, est beaucoup moins fluorescent à l'UV que le côté dos, qui est beaucoup plus fluorescent. Alors ça correspondrait davantage à plus d'impressions fortes dans le dos que sur la face. Bon, on va dire que c'est normal, il était appuyé sur le dos. Alors ils ont fait une expérience aussi en irradiant un tissu de lin moderne avec des rayons de neutrons, donc avec des neutrons assez relativement rapides. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des transmutations atomiques dedans. Par exemple, le chlore 35 devient du chlore 36 par absorption d'un neutron. Et avec ça, 2000 fois plus de chlore 36 que dans la nature. Il n'y en a presque pas dans la nature, parce que le chlore, d'habitude, c'est chlore 35, chlore 37. Il n'y a pas de chlore 36, mais il est un peu produit par les neutrons qui se perdent un peu dans la nature et qui transforment de temps en temps le chlore 35 en chlore 36. Et il dit que c'est tout à fait étonnant, parce qu'en même temps, on remarque une fluorescence qui apparaît lorsqu'on a irradié le tissu avec des neutrons, qui correspond à ce que l'on a, ce que l'on voit sur le tissu de lin. Il a fait aussi une corrélation entre les 3 mesures des laboratoires en C14 et avec la fluorescence qu'il y avait à cet endroit quand on a fait les photos. Et il remarque qu'il y a une corrélation qui correspond à ce qu'ils ont fait dans les laboratoires avec du lin moderne. Donc tout ça montre que la datation carbone 14 est à remettre en question, parce qu'il a peut-être eu quelque chose qui a changé le taux de carbone 14. C'est un professeur donc, qui a travaillé à Princeton et à Maryland. Il a été professeur à Maryland. Alors, parce que vous voyez, la corrélation est très forte ici. Il dit. Simplement, il faut vérifier maintenant si dans le tissu, on trouve du chlore 36 et du calcium 41, qui sont des éléments radioactifs à très longue durée de vie. Le chlore 36, c'est 300 000 ans. Le calcium 41, c'est 100 000 ans. Et pour le carbone 14, c'est à peu près 5700. C'est grâce à ça qu'on peut faire la datation de carbone 14. Bien entendu, il y a du carbone 14 qui diminue petit à petit. Maintenant, ce qui est important ici, c'est de voir qu'il y a aussi, dans le tissu, on a trouvé des fibres et des pollens. Le truc des pollens est assez intéressant, parce qu'on trouve dans les fibres, on trouve de la poudre qui ressemble à l'aragonite travertine que l'on trouve dans la poussière de Jérusalem. Jérusalem a de la pierre calcaire, de l'aragonite, qui en fait correspond à une certaine quantité, disons, il y a des proportions qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres aragonites qu'on trouve dans le monde. Et les différences que l'on trouve à Jérusalem
correspondent à ce qu'on a trouvé des poussières qui se trouvent en dessous de la plante des pieds de l'homme ici. Donc ça veut dire que probablement il a marché à Jérusalem. Ce n'est pas absolument certain, mais c'est quand même une coïncidence. Ici vous voyez le rabbin Moshe Halpern qui montre les pierres calcaires dans les tombes, les vieilles tombes qui sont là. Il faut dire que du temps du Christ, il y avait pas mal d'extraction de pierres calcaires, et donc il y avait beaucoup de poussière calcaire dans les rues, ce qu'il y a beaucoup moins maintenant, puisqu'on ne fait plus ces extractions-là. On trouve aussi des particules de myrrhe dans le dos, de bois de chêne dans la nuque aussi, donc parce qu'il y a eu toute une série de choses comme on voit dans la Bible. Alors il y a également toute une étude qui a été faite, et ça c'est intéressant, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, Barry Schwartz c'était un photographe juif. Ici, nous avons le rabbin Moshe Halpern qui nous fait une explication de ce qu'il trouve comme pierre à Jérusalem. Ici, vous avez maintenant l'université hébraïque de Jérusalem qui fait des études botaniques sur ce qu'il y a sur le suaire. Donc, ce ne sont pas les catholiques qui font le plus d'études là-dessus, on dirait. Mais enfin, bon. Et alors, en fait, on voit ici une plante tout à fait spéciale qui est un chardon du désert. Vous voyez, ça, vous savez, les chardons ont des petites boules comme ça, avec des picots. Bien, celles-là, elles sont beaucoup plus fortes que ceux qu'on voit en Belgique, et ce sont typiquement dans le désert, parce que les plantes doivent se défendre contre les animaux qui ont faim. Donc, elles mettent des épines pour que les animaux ne les mangent pas, simplement. Mais il y a des fleurs, et la fleur que vous voyez là, elle pollinise à Pâques. C'est la période de la pollinisation pour elle, à Pâques. Alors, ce qu'ils ont fait, voici ici l'apparition des choses, on voit toutes les plantes qu'ils ont trouvées dessus. Il y a beaucoup de plantes qui se trouvent en Palestine. Celle-ci, c'est la fameuse Gunnella tourneforti, qui est le fameux chardon du désert. Alors, vous remarquez qu'il y a énormément de plantes qui sont de cet endroit-là. En fait, on en trouve aussi le Gunnella forti. Ici, on trouve à peu près 38 plantes dans cette région-ci, entre Édesse et Jérusalem. On trouve 18 plantes qui sont... Parce qu'il y a des plantes universelles qu'on trouve partout, mais il y a des plantes qui sont locales, qu'on ne retrouve pas partout. Il faut dire que plus les plantes sont dans les déserts, plus elles sont locales. Parce qu'elles n'ont pas l'occasion de traverser le désert, le pollen. Comment traverser le désert? Avec le vent, mais le vent porte à quelques dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres, mais peut-être, oui, des pollens très très élevés. Il faut des pollens très très fins pour ça, et qui peuvent donc s'élever très haut et qui ne collent pas. Tandis que c'est ce qu'on appelle les pollens, les plantes anémophiles, qui ont des pollens qui sont transportés par le vent, qui aiment bien le vent, anémophiles. Et puis les autres sont les entomophiles, qui aiment bien les insectes. Et les insectes, quand ils viennent dans une plante, se collent le pollen, les abeilles, et puis partent. Et là, c'est des pollens lourds et collants, en général. Parce que beaucoup de pollens qu'on retrouve sur le suaire sont des pollens entomophiles, qui ne sont pas venus par le vent, qui sont venus soit par des insectes, soit parce qu'on a mis des fleurs en contact avec ou des plantes en contact avec le suaire. Soit aussi l'embaumement, parce qu'on mettait parfois du pollen, enfin des fleurs, des parfums de fleurs dans ce qui était utilisé pour l'embaumement des corps. Vous voyez qu'il y a aussi 14 plantes de la période de l'endroit de Constantinople et 13 plantes de la région de l'Irée et 16 plantes de la région du Turin. Alors, vous voyez qu'il y a moins de plantes dans la région Turin et France, l'Irée, que tout près de Jérusalem. Ici, 38 plantes, et la somme de ça ne fait même pas 38. Donc on se demande comment est-ce qu'on a pu avoir autant de pollen de l'Orient sur ce suaire, dans un faux qui aurait été fait en France, et qui serait resté en France, parce qu'on est depuis le XIVe siècle, selon ce que dit le Carole XIV. Alors, vous voyez ici, justement, le professeur Aminoam de l'Université de Jérusalem, qui vous montre le chardon du désert qu'il a. C'est une plante hybride. On retrouve beaucoup de ces pollens autour de la tête. Donc, il semble qu'on ait mis cette plante dans un casque plutôt que dans une couronne, un casque épineux, et on a mis des chardons dedans. Et puis on a mis ça sur la tête, qu'on a enfoncé
Bon, voilà, ça c'est un petit peu les choses. Il faut savoir que les pollens, on ne savait pas que les pollens étaient aussi différenciables avant l'invention du microscope, c'est-à-dire plusieurs siècles après le XIVe siècle. L'invention du microscope avec le Van Leeuwenhoek, qui sont du XVIe, XVIIe siècle. Donc vous voyez, et on ne savait pas qu'à chaque pollen correspondait une plante bien précise, parce que c'est tellement petit qu'on ne voyait pas la différence. Chose intéressante aussi, c'est qu'on retrouve beaucoup d'autres choses. Je vais un peu passer parce que sinon... On va voir ici les pollens, parce qu'il y a une petite controverse qui est apparue, mais qui est géniale, parce que ça ne fait que confirmer l'histoire, si on peut dire. Vous voyez que sur les 204 pollens ici, qui ont été identifiés sur les 313 qui ont été pris, eh bien, il y en a 91 de la Gundelia tourneforti. Quelle est la personne qui irait prendre dans son micelle un chardon? On prend une fleur de terre sainte, très bien, mais qui va prendre un chardon dans son micelle? Je ne vois pas, quoi. Donc, fatalement, parce que certains ont dit, mais peut-être que des pèlerins qui étaient en Terre Sainte ont ramené des fleurs, qui ont mis en contact avec le suaire de Turin, enfin, que le suaire en France, mais ce n'est pas possible, parce que c'est du chardon, justement. Et en plus, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que cette fleur-là n'est pas agréable. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on prend pour décorer, quoi. Alors, ce qui est intéressant également, c'est de voir qu'il y a donc le Gundelia tourneforti. Il y a quelques années, Martha Boy a écrit un article en pensant que ce n'était pas du Gundelia tourneforti, mais Helichrysum. Helichrysum est une plante qui est un peu plus universelle, parce qu'elle est dans tout le bassin méditerranéen. Elle aime bien le soleil et la sécheresse, mais donc elle n'est pas à Lirey, en France, elle n'est pas là, mais on l'utilisait beaucoup. Au 1er siècle, les Juifs l'utilisaient pour ensevelir leurs morts. Donc, c'est l'Helichrysum. On faisait une mine qui permettait d'embaumer les corps. Mais après la destruction du temple, ce rite a disparu chez les Juifs. Et les autres, peut-être, qui utilisaient ça a duré jusqu'au IIIe siècle. En tout cas, on ne l'utilisait plus après le IIIe siècle. Donc ceci ne fait que confirmer, même si c'était vrai, ça pourrait ne fait que confirmer l'âge du tissu. Parce que c'est une époque, c'est une façon d'enterrer les morts qui est propre aux Juifs dans les premiers siècles. Bon, ça c'est l'article qu'elle a écrit entre autres. Le 3D, je vais passer un tout petit peu rapidement. Vous voyez ici une image. Ici, on peut faire du 3D à partir de là. Le blanc correspond au sommet nuageux, enneigé. Le bleu sombre correspond au fond des océans. Et à partir de là, vous pouvez faire une image par ordinateur, tout simplement, qui vous montre. Donc, je ne sais pas si ça va bien ou quoi. Oui, c'est ça. Donc, vous verrez un petit peu. On voit tout de suite qu'on peut faire un relief à partir de là, en faisant tourner l'histoire. Vous voyez, en bas l'image plate et après, vous voyez l'image qui vous donne le relief. Eh bien, on peut faire ça avec le suaire de Turin aussi, mais pas avec la couleur, mais avec l'intensité du brunissement qu'il y a dans le tissu. Comme on l'a dit tantôt, on voit presque rien, mais avec la photographie et l'électronique, on peut amplifier le contraste. Et on obtient ainsi une vision en 3D. Ici, par exemple, il y a beaucoup de poussières qui sont venues, beaucoup de rayures et des choses comme ça qui font que l'image, il faut la lisser un peu. Ici, il y a par exemple Giovanni Tamburelli qui a fait un traitement par ordinateur qui vous donne un visage qui apparaît lorsque l'on filtre un peu tout cela. Ici, moi, j'ai fait ça moi-même. Ici, si vous louchez un peu, vous pouvez voir en 3D. Il faut loucher. Alors, il faut faire venir l'image à droite dans l'œil gauche et l'image à gauche dans l'œil droit. Et à ce moment-là, bon, je ne veux pas vous faire tous loucher, ça va. Alors, on peut faire aussi du fondu en 3D, des choses qui font des filtres, qui montrent qu'on peut obtenir aussi à partir de là, en faisant des images positives et négatives avec des valeurs différentes, on peut faire des filtres bidimensionnels qui correspondent aussi à ce qu'on appelle la transformée de Fourier, quand on peut faire beaucoup d'analyses, et à ce moment-là, on voit toutes sortes de structures qui apparaissent. Mais bon, pour la datation carbone 14, on va aller rapidement ici. Le carbone 14,
est produit par l'azote 14 dans la haute atmosphère par les radiations solaires. Le Soleil fait transmuter l'azote 14 en carbone 14. Ça tombe sur le sol, hein, tout doucement, et ça se met en... Donc nous avons une production continue de carbone 14 à cause de la bombardement du Soleil sur l'atmosphère terrestre. Et donc nous prenons du 14 parce que le carbone 14 tombe sur les plantes, les vaches broutes, on mange un beefsteak, et puis voilà, on a du carbone 14 en nous. Mais quand on meurt, c'est fini ce système. On a le carbone 14 qui est là, mais qui commence à, puisque le carbone 14 n'est pas stable comme le carbone 12, il disparaît tout doucement. Après 5700 ans, 50%. Encore 5700 ans, 25% qui reste. Et chaque fois, c'est divisé par 2 toutes les 5700 ans à peu près. Et ainsi, on a déterminé l'âge du tissu. Le problème qui se passe, c'est qu'on a remarqué plusieurs choses. La datation donnait combien? À peu près 700 ans. Mais en fait, il y avait une différence de l'ordre d'une centaine d'années entre les 3 laboratoires. Alors, on ne remet pas en cause la date en tant que question, mais plutôt la méthode, pas la méthode de datation, mais on remet en cause plutôt la date de datation qui est prise, l'interprétation que l'on fait ici. Vous voyez des gens qui ont commencé à rouspéter en disant que ce n'était pas comme ça qu'il faut interpréter les choses. Et effectivement, en 2020, il y a eu un recours possible suite à un changement de législature, de règles, si on peut dire, en Angleterre. Le British Museum a été sonné de donner les résultats bruts et pas simplement les résultats comme ça. C'est le Premier ministre Tony Blair qui a donné cette loi qui a obligé en fait le British à libérer ses archives. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont donné les mesures brutes qu'ils avaient reçues et on a pu refaire tous les calculs. Et là, nous avons certaines choses qui ont été différentes. Comme vous voyez ici, ce qui a été publié dans la revue Nature, ici, et ce qui est apparu au Row, c'est-à-dire comme c'est dans les résultats qui ont été donnés au British Museum. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est éviter, apparemment, d'avoir une dispersion trop étroite de certains résultats pour les allonger un peu et ainsi permettre à avoir, plutôt que d'avoir, par exemple, je ne sais pas, 650 ans, un endroit, vous voyez par exemple 540, 753, vous voyez ici presque 200 ans de différence entre les choses. Ils font une moyenne de tout cela, seulement ils élargissent parfois, c'est tous les endroits où il y a du rouge ici, il y a un élargissement par rapport, dans la revue Nature, il y a un élargissement par rapport aux mesures qui ont été données par Oxford, ici. Donc avec ça, qu'est-ce que j'avais? La moyenne est la même, mais bien entendu, vous recouvrez plus facilement les choses. Au lieu d'avoir je sais pas moi, 700 ans plus ou moins 30, vous avez 700 ans plus ou moins 70. Et donc vous avez... Ça ne change pas l'âge du tissu apparemment, mais c'est quand même significatif, et c'est ça justement que l'on veut montrer ici. Parce que, vous voyez, une chose intéressante, c'est qu'apparemment, Tucson aux États-Unis, Zurich en Suisse et Oxford ont fait les études. Vous voyez que les mesures donnent apparemment une variation linéaire. Et c'est ce que McAvoy, tantôt dont je vous ai parlé, met en relief avec la réflectance UV. Il dit que cette courbe-là est parfaitement corrélée à ce que l'on voit en UV, en réflectance UV. Donc, ce qui veut dire que on a donc ici quelque chose qui montre qu'il y a peut-être une corrélation, il faudrait vérifier, parce qu'on n'a qu'un tout petit morceau de 7 cm, c'est les mesures qui ont été faites en carbone 14, il faudrait pouvoir faire ça sur plusieurs endroits, et beaucoup de gens disent qu'il faut refaire la datation, et pas seulement dans un coin. En plus, dans ce coin, qu'est-ce qu'il y a eu? On a coupé ici, on a retrouvé du coton. Du coton, comme on voit ici. Ras est un professeur de Gand, j'ai parlé avec lui, bon, il est mort il y a déjà quelques années, mais il m'a dit qu'effectivement, quand il a vu ça, il a trouvé des choses étonnantes. C'est qu'il y avait du coton. Il n'y a jamais eu de coton pour les linges mortuaires. On emploie du lin. Le coton, c'est plus quelque chose qu'on porte sur soi, etc., lorsqu'on est vivant. Mais on ne met pas ça pour un mort.
Maintenant, peut-être aujourd'hui, on met les gens avec des habits en coton, mais je veux dire, à l'époque, non. Et donc, c'est tout à fait étonnant. De plus, lui, il a remarqué ça. Certains pourraient dire, mais c'est peut-être la toile qu'on a mis dessus, etc. Mais la toile de Hollande qui a été utilisée pour enrouler dessus, c'est aussi en lin. C'est pas en coton. Donc, ce qui veut dire que pourquoi il y avait du coton dedans? Eh bien, certains pensent que c'est en fait un retramage, qu'on appelle le French reweaving en anglais. C'est-à-dire qu'on refait le tissu qui a été déchiré quelque part ou effiloché, parce qu'on a pris par les bords, trop souvent. Et l'endroit où on a pris la datation Karl-Motter, c'est justement l'endroit des bords. On a coupé à cet endroit-là. Or, il y a eu un rapiessage qui a été fait dans ces endroits. Et c'est et avec du coton en plus. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé du coton là. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent donc ce qu'on n'a pas mesuré, on n'a pas mesuré l'âge du tissu, on a mesuré l'âge du repiessage, quoi. Et le French weaving est connu comme étant pour être pratiquement invisible, parce qu'on refait le retramage et puis on remet de l'amidonal de façon à éviter qu'on voit la différence entre les tissus. Et donc tout ça a fait que beaucoup de gens disent il faut refaire la datation carbone 14, on a mal fait cette datation. Enfin, et en plus de ça aussi, comme ici on le voit, il y a les torsions S, comme je dis au début, la torsion S que vous voyez là, c'est la torsion S. Ici, vous voyez un tissu qui est tordu en S, vous donne une structure en S, Torsion, j'ai jamais et une compris. structure en Z ici, vous voyez, structure en S. Voilà, on va terminer ici. Ouais. Je vais simplement... Ça, c'est les autres types de datation qui ont été faites. On va arriver à la fin. Je veux simplement parler de Barry Schwartz, parce qu'il est une personne assez intéressante, ici qu'on le voit en train de faire sa conférence. Ah oui, oui, il est à fond. Il a pris l'intérêt pour les études, lorsqu'il a étudié des images de la NASA. Une chose que je pourrais dire, c'est probablement un signe. Ici, vous avez un Caravaggio qui a été transformé par l'intelligence artificielle, comme vous voyez. Mais bon, on voit le suaire avec Thomas qui doute. Il s'appelle Thomas, lui, ici. Qui doute de ce que le Christ est ressuscité ou non, et il dit, si je ne mets pas ma main dans son côté et mon doigt dans les trous de ses mains, je ne croirai pas. Alors Jésus lui dit, quand il apparaît, mets ta main dans mon côté, etc. On a pris ici le suaire, qui pourrait être un signe pour les personnes qui sont incroyantes. Et peut-être le seul signe aussi, il s'appelle le signe de Jonas, pour les personnes qui ne croient pas qu'il est... Les conclusions, peut-être que tu pourrais terminer avec la conclusion que Jean-Paul II a dite, qui est assez intéressante. Ici, on va voir, parce qu'il a dit qu'il a visité, et le pape François aussi a visité en 2015. Voilà, ici. Et ça, c'est pas Jean-Paul II qui a dit ça en datant 98. C'était lors d'une de ses visites à Turin. Il a dit cette phrase que j'aime beaucoup, parce qu'elle synthétise ce qu'on peut penser, et ce que moi, en tout cas la façon dont je l'envisage. Le suaire est une provocation pour l'intelligence. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. L'Église exhorte à affronter l'étude du Saint-Suaire sans position préconçue qui tiendrait pour sûr des résultats qui ne le sont pas. En fait, là, on parle de science, et c'est objectivement un des moyens de faire de la science, et c'est même le seul. Elle invite les chercheurs à agir dans la liberté intérieure et dans le respect attentionné tant de la méthodologie scientifique que de la sensibilité des croyants. Et cette phrase-là, je trouve, résume bien tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Alors, quant à savoir si c'est vraiment le Christ qui était à l'intérieur du linceul ou pas, pour moi, les choses restent à démontrer, bien entendu. On avance doucement, très doucement, vous l'avez vu. Mais tant qu'on ne saura pas comment cette image est apparue, il y aura toujours un problème. Tout à fait. Moi, je crois que c'est le Christ, mais c'est une question de foi. Mais le problème aussi, c'est de savoir si le Christ est vraiment ressuscité ou non. Mais tout ceci montre comme une domination des forces de la matière, de la chimie, de la physique, qui est absolument incroyable, parce qu'il faut savoir que ce tissu a résisté à 5 incendies au cours de toute son histoire. Et la dernière, en 1992, ou je crois 1997, à Turin, elle a été sauvée in extremis. Je dis ça quand même étonnant qu'il est passé à travers les siècles avec un tissu qui aurait dû se réduire probablement en poudre. Ouais, dernière petite chose, après je laisse Thomas. C'est Thomas, toi. C'est Thomas. C'est marrant, on parlait de Saint Thomas tout à l'heure, c'est tout bon ça. Dernière petite chose, le personnage
que vous avez vu à l'intérieur du linceul, de quelque manière qu'il ait été fait, de quelque manière plutôt que l'image soit apparue, n'y est pas resté. S'il y était resté, alors qu'on sait qu'il est mort, il est dans une attitude post-mortem. S'il y était resté, il aurait putréfié. S'il avait putréfié, on aurait des images de putréfaction, et ça, croyez-moi, je suis capable de les reconnaître à son lieu. Donc, il n'y a pas de trace de putréfaction. Le personnage présent dans le linceul n'y est pas resté.